Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 4, Vessel of Hatred, ou communément appelé le vaisseau de la haine. Nous aurons donc deux parties sur cette vidéo. La première sera donc une partie sur l'extension en lui-même, l'histoire, ce que j'ai pensé vite fait du Sacré-Esprit. C'est une vidéo un petit peu à chaud et ce genre de choses, on attendra une vidéo plus complète. Et ce genre de choses par rapport à ça. J'avais pas mal de choses à parler au niveau des spoils, je devais le faire avec mon collègue Petit Vamp, mais malheureusement celui-là n'est plus trop disponible. C'est ça qui est un peu malheureux parce que son PC a eu quelques défaillances. Mais bon, je ferai ça sans, ce n'est pas grave. Donc déjà, nous allons parler surtout de la musique, des décors, du scénario, tout ce qui est activité et autres. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je pense que ce n'est pas à moi, comme je l'avais fait pour Diablo 4 à la base, ce n'est pas à moi de parler de ce genre de sujet. Vous savez que je suis un joueur surtout histoire, et on va pas mal parler parce qu'il y aura la partie 2, qui est la partie spoil, et là il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer simplement à dire directement mon avis. J'ai beaucoup aimé l'extension. L'extension est relativement cool. Mais par contre, et oui, elle a déçu beaucoup de monde, ça je suis au courant. Et ben moi, ce n'est pas le cas. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup aimé la narration. Donc directement, je vais dire la phrase qui fâche. J'aime Neyrelle. Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Neyrelle de base. Je sais que ce personnage est absolument détesté dans les communautés anglophones. Mais apparemment il serait très apprécié de la communauté asiatique. Moi personnellement j'aime beaucoup ce personnage. Un personnage qui est relativement attachant. Scénaristiquement, de quoi ça parle? Vessel of Hatred est donc la suite du jeu de base. Après que vous ayez vaincu Lilith, vous vous retrouvez donc face à deux terribles adversaires. De l'autre côté, l'église d'Inarius qui justement commence à virer dans l'extrémiste maintenant que Inarius n'est plus là pour les guider. Et de l'autre côté, nous avons justement Mephisto qui pointe le bout de son nez, d'où le nom de l'extension Vessel of Hatred, le vaisseau de la haine, car toute l'extension sera centrée sur qu'est-ce qui se passera si Mephisto va être libéré, est-ce que Neyrelle arrivera à s'en sortir, est-ce que Neyrelle sera condamné. L'extension est relativement intéressante, c'est beaucoup orienté sur les énigmes. Il y a un gros côté Tomb Raider, Indiana Jones, où vous faites pas mal d'énigmes et ce genre de choses pour ouvrir des temples anciens à typé aztèque, afin de découvrir pas mal de choses intéressantes. Il y a le retour de pas mal de personnages, je dirais pas mal, mais il y a quand même le retour de deux personnages importants du lore, qui est Akarat, le fondateur du Zakarum, ou du moins le dieu du Zakarum, et Ormus, le vieux prêtre de Diablo 2 qui apparemment a survécu parce que les esprits font que la population du Nahantu vieillisse de plusieurs siècles au lieu de mourir rapidement comme les simples humains. Donc ça crée une ambiance totalement différente, beaucoup moins orientée horreur. Cette extension est paradoxalement beaucoup moins orientée horreur que le jeu de base. Il est plus orienté aventure, exploration, où on va découvrir des mystères et ce genre de choses. Et pour les fans de Diablo 2, il y aura énormément de références comme la fameuse cité de Travinkal, comme la haute ville du Kourast, et ce genre de choses. Donc vraiment, il y a pas mal de petites rêves sympas. D'ailleurs, par exemple, j'ai retrouvé la salle qui a servi de prison à Tyrael dans Diablo 2. Donc vraiment, c'est relativement cool là-dessus. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a beaucoup de spoils à parler. Je vais tout simplement vous dire que les antagonistes principaux de ce DLC sont donc Urivar de l'église calcinée, qui est donc à peu près le nouveau nom de l'église d'Inarius, c'est l'église calcinée, parce que tout simplement ils sont revenus des enfers et ils ont commencé à virer dans une approche un peu on brûle tout le monde. Alors je sais pas si c'est un problème de trad, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air fou au niveau du nom. Et bien sûr Mephisto qui est un manipulateur et qui agit dans l'ombre et qui fait douter tous les personnages de l'extension et ce genre de choses.
L'extension est relativement bien. Mis à part ça, la musique, pour moi, elle est largement au-dessus du jeu de base. La musique était relativement excellente. C'est simple, pour moi, la qualité musicale de cette extension est tellement bonne que pour moi, je la compare à All-Cat, et vous savez comment j'adore ce studio, à quel point la musique était absolument incroyable. Là-dessus, nous avons d'autres petites nouveautés comme le Spirit Borns, ou communément en français le Sacré-Esprit, qui sont donc des gardiens spirituels qui ont fusionné, de ce que j'ai compris, leurs âmes avec le monde des esprits, ce qui fait qu'ils obtiennent des capacités uniques parce qu'ils deviennent l'avatar des gardiens spirituels afin de protéger Nahantu de divers dangers. Sauf que comme nous le savons, les sacrés esprits sont un peu chamboulés à cause de tout ce qui s'est passé dans l'univers de Diablo. Donc les sacrés esprits décident d'arrêter de jouer la neutralité et d'arrêter de se concentrer uniquement sur Nahantu pour tenter de protéger le reste du monde. Et c'est l'explication de pourquoi vous pouvez jouer un sacré esprit dans la campagne de base, c'est parce que votre sacré esprit a décidé donc d'arrêter de protéger Nahantu et de protéger le monde entier contre la menace du retour des démons primordiaux. Voilà, ça c'est un peu l'histoire de la nouvelle classe. La classe c'est simple, il y a pas mal de nouveaux types de gameplay, elle est assez unique dans son style. On peut par exemple partir orienté poison, et le gameplay poison est totalement unique. On est vraiment sur un gameplay pur poison, pas comme le druide où il était à moitié poison. Là on est vraiment sur quelque chose de très 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 orienté poison de ce que j'ai lu, parce que bien sûr vu que je ne suis pas un joueur au PvE, je suis obligé de me renseigner aussi. Et de l'autre côté nous avons les trois autres voies, qui est la voie de l'aigle que je n'ai pas encore essayé, la voie du jaguar qui augmente la vitesse d'attaque pour orienter votre personnage dans du full corps à corps, ainsi que des dégâts de zone, même si le master du dégât de zone restera le gorille, qui lui sera orienté dégâts de zone, et à chaque fois qu'il frappe, il réduira les dégâts qu'il se prend pour jouer le rôle de tank. A noter que si vous mélangez le gameplay du gorille et le gameplay du jaguar, vous pouvez avoir un gameplay qui est relativement proche du moine de Diablo 3, et je pense que ce n'est pas fait exprès. Je pense clairement que, enfin si c'est fait exprès je veux dire, parce que je pense que c'est la volonté des développeurs de remettre cette vibe du moine, parce que maintenant nous allons parler du sujet le plus important, la Diablo 3isation de Diablo 4. Clairement, comme vous le savez, Diablo 4 est sorti avec l'esprit de refaire du Diablo 2. Il est parti dans cette optique. L'objectif clair était vraiment de faire revenir les joueurs de Diablo 2 qui ont été déçus de Diablo 3. Et ça a bien marché le premier mois de la sortie. Diablo 4 était très sombre. Tyrael n'était pas présent dans Diablo 4. Ce qui fait qu'on avait de nouveau un aspect extrêmement sombre, où les anges et la lumière étaient clairement mis de côté. Pour montrer cet aspect extrêmement sombre dans Diablo 4, aucune classe sacrée était jouable, pour bien montrer que la plupart des personnages n'ont plus foi en la lumière, pour montrer justement la progression de l'arrivée justement de la vénération des démons. Il y avait énormément de trucs gore, il y avait des personnages qui se finissaient déchiquetés, il y avait des personnages qui égorgeaient, un personnage que j'apprécie bien se fait couper la main, et tu as carrément une quête secondaire où tu as une succube qui a éviscéré un humain en lui retirant absolument la totalité de sa chair, juste pour qu'il reçoive du plaisir. Clairement, Diablo 4 allait très fortement dans l'aspect Diablo 2, que ce soit dans le système de montée de niveau qui était proche de celui de Diablo 2. Le système Paragon, lui, n'était pas extrêmement développé parce qu'ils n'ont pas voulu reprendre quelque chose de Diablo 3. Et la narration, de nouveau, un personnage qui ne parle pas beaucoup et qui n'a pas beaucoup d'interaction, parce que l'objectif était de faire un personnage proche de Diablo 2. Tout porte à croire que la recette pour que Diablo 4 marche était miraculeux. Malheureusement, ça n'a pas marché sur le long terme. Beaucoup de fans de Diablo 2 ont reproché à Diablo 4 de ne pas être ouf et de ne pas être comme Diablo 2, parce que les fans de Diablo 2, et ça je pense que ça va me faire défoncer cette vidéo, je pense que clairement je vais me prendre beaucoup d'avis négatifs là-dessus. Je pense que les fans de Diablo 2 ne veulent pas de Diablo 4, ne veulent pas de Diablo 3 ni de Diablo 5, ils veulent juste un remaster de Diablo 2 qui existe d'ailleurs,
Donc voilà, ça ne sert à rien, ils ne seront jamais intéressés, et je ne peux rien faire pour eux malheureusement. C'est ça le véritable problème. Ils ont fini par chier sur le jeu, ça a créé des polémiques et ce genre de choses, il y a eu des soucis avec l'itémisation, et ils ont trouvé que le scénario ne leur convenait pas. J'ai vu énormément de fans de Diablo 2 se plaindre sur internet pendant facilement une année entière. J'ai justement fait des recherches sur pas mal de sites pour un peu mesurer la température, et je constate que les fans de Diablo 3 sont un petit peu déçus de Diablo 4 parce qu'il est trop ressemblant à Diablo 2, là où les fans de Diablo 2 sont extrêmement déçus de Diablo 4 parce que ce n'est pas un copier-coller de Diablo 2, ou parce qu'il prend des petites idées de Diablo 3. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus Diablo 4 était en train de se Diablo 3iser, notamment avec une itemisation qui était proche de Diablo 3, excusez-moi, ou encore d'autres petits changements qu'il y a eu au fil des saisons pour ressembler le jeu à Diablo 3. Et là, la transformation est totale. Cette extension va faire couler beaucoup d'encre, parce que non seulement je vais vous faire une partie spoiler pour vous expliquer pourquoi la communauté de Diablo 2 défonce absolument le jeu, mais clairement, la transformation est totale. Pourquoi? On a un nouveau système de glyphes. Le système de glyphes apparemment serait à la fois basé sur le système de Diablo 2, mais je trouve qu'il ressemble étrangement au système de glyphes de Diablo 3, où ça rajoutait un effet sur toutes vos capacités. Donc d'un côté, on a un peu un mixte des deux, donc ça va. Les mercenaires, c'est exactement les mercenaires de Diablo 3. Ça veut dire des compagnons narrés, avec une histoire narrative, avec un passé et ce genre de choses, qui débarquent de temps en temps au niveau des combats. Ça se joue exactement la même chose. Ça se joue exactement la même chose, à la différence où les mercenaires sont pour moi, à mon sens, un poil plus travaillés que les compagnons de Diablo 3. Ce qui est pas plus mal. Parce que c'est vrai que, mis à part Lindon dans Diablo 3, Cormac était un paladin absolument cliché, d'ailleurs je crois qu'il était templier, et l'enchantresse était absolument pas incroyable et je la prenais jamais. Donc voilà, en ayant plus de 1000 heures sur Diablo 3, j'avais été un peu déçu là-dessus. Là où Lindon, il était charmant, tout et tout, il était drôle, mais bon, Pierre-Alain de Garrigue, doubleur international français, a permis de porter vie au personnage au niveau de la version française. Donc voilà, là nous avons donc 4 compagnons, Variana qui est une espèce de cannibale, Alkin qui est une espèce d'enfant maudit qui peut lancer des murs de feu, Subo le chasseur fou, ainsi que Raer, le forgeron, l'homme le plus fort de Geakul, qui justement est un personnage relativement important et qui m'a servi de compagnon durant toute la narration. Mon souci que j'ai avec les compagnons, ils ne parlent pas assez et ne sont pas suffisamment intégrés dans la narration à mon sens, où vous avez pas mal de passages où certains personnages parlent de Raer, mais Raer n'interagit pas comme s'il n'était pas présent. Ce qui est pour moi, à mon sens, dommageable, et on sent justement la volonté de Blizzard de vouloir à la fois Diablo 3iser le jeu, mais qu'une partie d'eux veut quand même Diablo 2iser le jeu. Donc ça pose quelques petits problèmes au niveau de la narration, au niveau des mercenaires. Pour moi, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait là-dessus, et il n'y a pas trop à en parler de plus. Les activités, j'ai pas trop eu le temps de les faire, de ce que j'ai lu, elles sont relativement bien, elles sont très 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 appréciées par la communauté, que ce soit l'Undercity ou le nouveau système de failles, et le système de difficulté, parlons-en, c'est le même que Diablo 3, c'est exactement le même. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de système de niveau, tout est scalé à votre level, et vous avez plusieurs paliers de difficulté, dont le système de tourment qui a fait la réputation de Diablo 3. Le système Paragon n'est toujours pas parfait, mais le système Paragon s'est rapproché du système de Diablo 3, où cette fois vous farmez les Paragons qu'une seule fois. Donc voilà, à mon sens, il y a encore quelque chose à refaire. Et l'autre, je peux vous le montrer comme ça maintenant, l'autre preuve que Diablo 4 est en train de se Diablo 3iser, fini le campement qui permet de voir tous les compagnons autour d'un campement comme Diablo 2, on est sur le retour de chaque personnage à sa propre animation sur le créateur de perso, comme c'était le cas dans Diablo 3. Donc ça paraît mince comme ça, parce que c'est surtout au niveau de la narration que Diablo
que Diablo 4 est en train de se Diablo 3iser et je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant pour ceux qui n'aiment pas Diablo 3. Je vais vous le dire honnêtement, si vous n'aimez pas Diablo 3, désinstallez Diablo 4 et n'achetez pas cette extension parce que je pense que vous n'êtes plus le public cible et je pense clairement que les fans de Diablo 3 qui hésitaient à acheter Diablo 4 parce qu'il était trop éloigné, vont certainement revenir à la charge, vu l'esprit Diablo 3 qui est en train de fortement revenir. Voilà. Ça, c'était donc ma vidéo avis sur Vessel of Hatred. Je ne peux pas parler plus sans spoil, surtout que l'extension, ça ne fait que 2 jours qu'elle est sortie, et j'ai pas pu tester le reste. C'est plus un avis à chaud sur ce que j'ai pensé au niveau de la campagne, et sur ce que j'ai pensé globalement de l'extension là-dessus. Bien sûr, je ferai des streams avec Valkania, que vous connaissez aussi sous le nom de Petit Vampire, où je parlerai un peu plus de l'extension, et certainement que dans quelques semaines, quand j'aurai exploité les activités avec mes amis, je pense que je pourrai vous en parler un peu plus. Sur ce, c'était Pharo Satius, je vous dis à la prochaine tout le monde.